Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Nos âmes oubliées, un livre écrit par Stéphane Alix. Un récit bouleversant et envoûtant où l'auteur remet en cause notre façon habituelle de voir la réalité, en nous invitant à explorer plus profondément notre conscience et nos mécanismes de défense. L'une de ces interrogations, comment entendre les messages et les signes que notre âme ne cesse de nous envoyer. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Besoin frénétique de prouver ce qui se passe après la mort. D'où venait cette idée fixe? Pourquoi étais-je hanté par cette question? Qu'est-ce que je cherchais vraiment? Pourquoi ai-je toujours eu le sentiment que ce sujet me concernait, avant même d'avoir été confronté à la mort de mon frère? Pourquoi avais-je tant besoin de me convaincre qu'il y a quelque chose après? Étais-je déjà mort? J'ai cru avoir trouvé la source de ces déséquilibres psychologiques dans le décès accidentel de mon frère Thomas en avril 2001. Ce drame avait provoqué en moi le retrait de toute gaieté et l'émergence du supplice de mes questions existentielles. Mais mon mal-être avait commencé avant, bien avant. Avec l'âge, il ne se manifestait plus seulement par ces inconfortables cycles de doutes conjugaux, mais par des périodes dangereuses où je désirais tant que mes ressassements mentaux s'arrêtent, où je voulais tant être comme tout le monde que je ne voyais plus que la perspective d'en finir pour me soulager. C'est terrifiant. Comment puis-je confesser un truc pareil? Qu'est-ce qui déraillait en moi? C'était devenu insupportable, insupportable, d'être plusieurs fois par an envahi par ces doutes, ces sensations, ces schémas mentaux sans issue qui tournaient en boucle dans ma tête. Étais-je bipolaire? Dépressif? Autre chose de plus grave encore. Dans ces phases de crise, j'étais terrifié, car j'avais vraiment l'impression que ce qui me séparait de la folie était un voile bien trop mince. À une époque, mon couple a subi la projection de mes déséquilibres, car j'étais incapable de modérer l'ampleur de mes tortures mentales. Lorsque ces doutes existentiels m'envahissaient, c'était un peu comme si j'étais coincé derrière une pellicule épaisse de brouillard. Quand j'observais l'existence des gens, de mes amis, ou même d'inconnus que je croisais au fil de mes déplacements et dont j'imaginais le quotidien, j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment en moi quelque chose qui n'était pas juste. Ils avaient l'air heureux, tandis que je me sentais détraqué. Quelque chose clochait. D'aussi loin que je pouvais me souvenir, j'avais toujours eu le sentiment d'avoir été un peu disloqué, gêné, en colère, fautif, porteur d'une sorte de honte inconsciente, d'une charge psychique m'interdisant d'être léger et désinvolte. En tension, tout le temps, les épaules rigides, les mâchoires serrées, le ventre noué. Ah, je donnais le change en public. Je sais me tenir. J'ai appris. Je contrôle. Qu'est-ce que je portais qui me rendait l'amour confus et presque incompréhensible? Qu'est-ce qui agissait en moi par-dessus l'intelligence de mon être? Qu'est-ce qui me recouvrait parfois? Recouvrait ma pensée, ma douceur, mes sentiments, ma mesure? Ce quelque chose qui générait des idées et des pulsions presque irrépressibles. D'où cela venait-il? Ces questions m'ont hanté pendant tant et tant d'années. Et la réponse était sous mes yeux, en moi. Elle avait été cachée au plus profond de mon être par un tout petit garçon terrifié. J'ai fini par tomber malade. Mon corps a progressivement perdu sa capacité à supporter la pression du déni. Aussi a-t-il commencé à se défendre, comme il pouvait, contre cet ennemi intérieur dont j'ignorais bien évidemment la présence. J'ai développé une maladie auto-immune. Je me doutais que cette maladie était un message, un appel au secours, formulé par mon inconscient dans la seule langue qu'il maîtrise, celle des cellules de mon corps, de ma chair.
Mon gentil et efficace système immunitaire s'est mis en guerre contre l'intrus. Mais la lutte était vaine, car l'intrus était insoupçonnable et insoupçonné. L'intrus. Ce secret que j'avais moi-même caché dans mon ventre. Le feu a gagné mes intestins. Le sang est devenu visible. Les médecins étaient incapables d'expliquer pourquoi mon système immunitaire s'était mis à dérailler. Ils l'ignoraient. Mais mon système immunitaire luttait contre un fantôme. Comment pouvait-il comprendre le langage de mon corps quand, moi-même, 8 ans durant, j'avais essayé, sans y parvenir, de décrypter ce que ce mal voulait dire? Moi, qui ai la chance de côtoyer tant d'esprits ouverts, de guérisseurs, d'énergéticiens, moi qui suis engagé sur un chemin spirituel, pourquoi ai-je été si longtemps incapable de comprendre la source de ma souffrance? Que pouvais-je faire? J'ai fui. Fuir pour me préserver, survivre avec le peu d'énergie qui me restait. Partir. L'envol vers l'ailleurs, vers l'autre bout du monde. Ce désir m'a déchiré à chaque fois que les automnes tombaient, qu'ils soient saisonniers ou psychologiques. Le gris, le froid, l'humidité, l'hiver du cœur. Je voulais partir. Depuis toujours, j'ai désiré être englouti par les voyages, ces évitements géographiques bien commodes. Très jeune, je suis parti sur la route. J'ai arpenté des paysages lointains, frôlé des dangers pour me sentir vivant, sillonné des montagnes dans le ciel. Je suis parti provoquer la mort, déjà, sur des terres de sang, alors que je n'avais pas 20 ans. Mais quand on fuit pour se protéger, notre peur se projette sur tout ce qui nous entoure et transforme lentement le monde extérieur en autant de menaces. Il faut alors fuir encore plus loin, au fond de la forêt, dans le désert. Mais les peurs finissent toujours par nous rattraper, même dans le plus isolé des bouts du monde. C'est sans fin et sans issue. En outre, à force de partir, revenir devient de plus en plus difficile. J'ai exploré tant de pistes, suspecté de si nombreuses origines à mes blessures émotionnelles, mais dans certaines zones obscures de notre conscience, il est impensable de se rendre. Il s'y cache des secrets si bien camouflés que sans un cataclysme, ils demeureront invisibles toute notre vie. Ils sont là, imperceptibles. Et pourtant, leur poison nous consume. Je cherchais des démons. Il s'agissait d'autre chose. Le découvrir a fait renaître en moi une énergie oubliée. Cela a rendu possible l'amorce du processus de guérison qui a commencé à libérer, enfin, mon corps de cette armure écrasante. Et puis, tout récemment, j'ai senti une première fois ce soubresaut secouer physiquement mon corps. C'était un matin. Nous étions, ma femme et moi, en train de prendre notre petit déjeuner. Ce fut un éclat de joie simple, et il a soudain irradié à travers tout mon organisme. J'ai été stupéfié par son intensité. C'était un élan de bonheur. Parfois, les cataclysmes sont des cadeaux inespérés. Chapitre 2. Un an plus tôt. Tout a commencé un an plus tôt, lorsque j'ai découvert les travaux d'un jeune scientifique dont les recherches bouleversent actuellement les neurosciences. J'étais à 1000 lieues d'imaginer les conséquences en cascade qu'allait avoir sur moi la lecture des publications du docteur Robin Carhart Harris. Ce docteur, en psychopharmacologie, également féru de psychanalyse, est le fondateur du Centre de recherche psychédélique au sein de la division des sciences du cerveau à la faculté de médecine de l'Imperial College à Londres. Le docteur Carhart Harris et son équipe développent depuis plusieurs années des programmes de recherche en imagerie cérébrale avec des volontaires auxquels est administrée, de manière contrôlée, une substance psychédélique. Les essais cliniques sur ces produits classés comme stupéfiants
sont à nouveau autorisés depuis une quinzaine d'années dans différents laboratoires à travers le monde. En effet, on assiste aujourd'hui à une véritable renaissance de grande ampleur des recherches sur les psychédéliques, tant leur application thérapeutique potentielle semble prometteuse. L'équipe du Dr Carhart Harris mène ainsi, par exemple, des essais cliniques pour comparer l'action de la psilocybine, un puissant psychédélique que l'on trouve à l'état naturel dans différentes espèces de champignons, dont le traitement des troubles dépressifs avec celle d'un antidépresseur conventionnel.